ça part. Ouais. Excusez-moi. Juste, on va commencer la deuxième table ronde. Donc, je vais appeler les intervenants. Donc, Eric Ferrari, directeur de la transformation et de l'aménagement numérique de la collectivité de Corse. Isabelle Simon, donc déléguée régionale d'Atis France. Jean-Luc Salaberry, qui est là, chef du service numérique de la FNCCR. Et Antoine Courleur, qui sera à distance, donc président du syndicat départemental d'énergie du SDEF. Qui est à distance, tout à fait. Du coup, je vais mettre au milieu. Oui. Alors, merci à tous d'être présents. Donc, je vais d'abord commencer par dire que je suis ravie d'être là pour animer cette table ronde pour un numérique choisi. Donc, on va voir dans quelques instants que cette table ronde porte très bien son nom. Mais il y a encore quelques minutes, on parlait d'aménagement numérique. Et ce n'est pas anodin pour traiter le sujet des territoires connectés, puisqu'on ne peut pas parler de territoires connectés sans être sûr d'avoir préalablement à disposition des infrastructures résilientes sur l'ensemble du territoire. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut parler des territoires connectés de la même manière que d'aménagement numérique? Eh bien, la réponse, c'est assurément non. Pourquoi? Parce que quand on parle d'aménagement numérique, on pense à une finalité unique, l'accès de tous à un Internet de bonne qualité. Une finalité qui s'exerce dans un cadre réglementaire unique au niveau national. Mais quand on parle de territoire connecté, et c'est ce qu'il faut garder en tête, on parle de politique publique locale. Et là, le numérique ne devient pas une finalité, il devient un moyen. Et la question qu'on se pose quand on parle de territoire connecté, c'est comment le numérique va me permettre de répondre à des nouveaux enjeux sociétaux, environnementaux, économiques qui sont présents sur mon territoire. Comment moi, élu, je vais pouvoir me servir des nouveaux usages et des nouvelles technologies pour répondre aux attentes de mes citoyens, de mes entreprises et pour améliorer l'attractivité de mon territoire. Et ça, la réponse, vous ne la trouverez pas dans les textes, vous ne la trouverez pas dans les grandes villes, vous les trouverez dans chaque collectivité, dans chaque projet public. Alors j'ai envie de dire, exit les smart cities et place aux territoires connectés. Et du coup, je vais me tourner tout de suite vers les intervenants de ma table ronde. Donc d'abord, Eric Ferrari. Donc, comme je le disais, donc, vous êtes directeur de l'aménagement numérique de la collectivité de Corse et vous venez notamment de mettre à jour votre SDAN qui porte une ambition collective, transformer la Corse avec le numérique. Donc je vais vous laisser bien entendu présenter les grandes lignes de votre SDAN, mais il faut quand même le dire, c'est un SDAN très dense, avec 7 thématiques prioritaires qui sont toutes déclinées par une multitude d'actions. Et donc la première question que je vais vous poser, en même temps que vous allez présenter votre SDAN, c'est comment vous avez réussi à construire ce schéma directeur en concertation avec toutes les collectivités de Corse et tous les acteurs de Corse? Eh bien, la gageure, ça a été effectivement de créer autour de la notion de stratégie numérique une dynamique collective et d'associer les acteurs dans une animation qui permette justement d'élaborer ensemble cette vision du numérique choisi pour la Corse. Et l'objectif, en fait, c'est un objectif politique qui émane d'une volonté du président du Conseil exécutif. Donc l'objectif politique qui nous a été assigné a été de reconstruire une stratégie, une ambition numérique collective pour la Corse. Et si cette ambition n'avait pas pris corps à travers une volonté politique, je pense qu'on ne serait pas allé là où nous sommes allés aujourd'hui à travers ce document qui a été présenté à l'Assemblée de Corse lors de sa session du 3 juin dernier. Donc je vais vous le présenter extrêmement rapidement de façon à essayer de donner à ceux qui ne le connaissent pas et qui ne connaissent pas la démarche la synthèse un peu de tout ça. Le premier schéma directeur territorial d'aménagement numérique de la Corse, c'était en 2012. Alors il était orienté à infrastructure. Il a eu la vertu quand même de permettre de réaliser ce qu'on a réalisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il nous a permis de mener à bien la stratégie numérique en termes d'infrastructure qui a permis l'émergence de la DSP, qui a permis l'émergence du haut débit tel qu'on l'a aujourd'hui en Corse, de la connexion de la Corse au continent, etc. Pour autant, dès
2016, lorsque la nouvelle mandature est arrivée aux affaires, avec le président Gilles Simeone, celui-ci a dit il faut une nouvelle ambition numérique pour la Corse. Et moi, dans cette ambition numérique, j'y mets 3 choses. J'y mets le fait qu'on ait une île connectée, on ait le très haut débit partout, mais je veux aussi une île inclusive et émancipatrice. Et je veux aussi une île résiliente qui prenne en compte les problématiques de développement durable. Et avec ça, avec ces 3 éléments, je veux que vous construisiez une démarche collective qui associe le plus grand nombre, que ce soit acteurs du numérique ou pas, et donc essayer d'ouvrir le jeu, essayer de concerter. C'est ce qu'on a mis en œuvre à travers une dynamique collective et participative qui a rythmé l'élaboration de ce document de 2018, en fait, jusqu'à juin dernier. Et c'est cette dynamique qui a réuni 100 contributeurs au document, 100 contributions, et qui a tiré le fil, finalement, non plus d'un schéma directeur territorial d'aménagement numérique conforme au CGCT L1425.1-2, mais un projet de société basé sur une ambition numérique et un numérique choisi. On verra pourquoi. Alors, cette ambition collective, quand on attaque les dynamiques collectives, il faut créer de la confiance et créer finalement un socle commun. Et on s'est aperçu que le socle commun qui a été défini par le collectif, c'était un cadre éthique, c'est-à-dire des valeurs éthiques qui voulaient être partagées par l'ensemble des adhérents à la dynamique. Sans ces valeurs éthiques, on ne pouvait pas partager une ambition. Et ça a été l'élément fondateur qui est apparu au même moment d'ailleurs qu'une initiative qui était portée au niveau national par la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui elle aussi travaillait sur le cadre éthique. Et on s'est inspiré de celui-là pour irriguer un peu les valeurs fondamentales du comité de suivi qui s'est créé. Et le comité de suivi n'était pas un comité de suivi institutionnel. On avait réuni au début des institutions un peu de façon formelle, et puis on a dit, ceux qui veulent venir au comité de suivi viennent. Les institutions qui ne veulent pas y participer n'y participent pas. Et donc, on a eu une adhésion qui s'est faite au fil de l'eau par une forme d'adhésion opérationnelle à un projet partagé. Et le cadre éthique a contribué à confronter les idées et à souder la confiance entre les acteurs. Puis là, dans ce cadre, eh bien, 7 thématiques pivots ont commencé à apparaître, de l'île apprenante à l'île solidaire, à la donnée, à le socle d'infrastructure. Et tout ça a commencé à faire émerger eh bien, ce qu'on a appelé l'arbre Smarties, c'est-à-dire une vision collective à travers la métaphore d'un arbre qui voulait dire, eh bien, les 7 thématiques, c'est les 7 branches, et puis à travers ces 7 branches, eh bien, les feuilles, ce seront les projets qu'on va mener à ce titre. Et c'est cela qui nous a amené finalement à un document assez dense, dont le livret de synthèse d'ailleurs vous a été livré dans le petit panier que vous avez. Alors, il y a un livret de synthèse, et puis il y a plusieurs livrets. Chaque livret décline une branche de l'arbre, et puis autour de ça, vous avez 192 pistes projets. Alors, effectivement, ça a un peu surpris. Pourquoi 192 ? Eh bien, c'est en fait cette pelote de laine que nous avons tirée sans finalement confisquer la parole aux uns et aux autres et aux contributeurs. Et chacun a contribué de son action, de sa fiche, de sa présentation. Et finalement, on a un document qui s'appelle SDAN, mais en fait, le SDAN, c'est un prétexte à un document de stratégie choisi pour la Corse, qu'on a appelé Smarties, pour essayer de lui donner un label. Mais pour autant, ça traduit une volonté collective, et la volonté, elle a été enracinée. En fait, l'arbre a été planté par le vote du 3 juin. Ce n'est pas pour autant qu'on considère que le document va s'enterrer à partir du moment où on l'a enraciné. Justement, on attend maintenant que, autour de ce document, se crée l'écosystème numérique que nous voulons, avec une gouvernance, avec les acteurs impliqués et avec une volonté de rendre opérationnel ce SDAN dans les années qui viennent.
Voilà pour la présentation à grands traits de cette initiative qui est associée aussi à comme on appelle, des produits dérivés, parce que nous attendons aussi de pouvoir faire des arbres pour chaque territoire de Corse, pour que chaque territoire fasse son arbre des projets à travers les cibles qu'on a identifiées dans Smarties, pour que chaque territoire s'approprie la démarche et en devienne finalement les porteurs au niveau local, sans pour autant dirons-nous, dissocier d'une dynamique qui sera une dynamique collective au niveau territorial et au niveau de l'île. Merci Eric. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les modalités de mise en œuvre effectivement des SDAN ou des projets de territoire connectés. Mais là déjà, ce que je retiens comme facteur clé de succès pour mettre en place une vraie politique de territoire connecté, c'est concertation, collaboration et inclusion. Et ce qui est intéressant là, c'est que du coup, on va pouvoir faire un regard croisé avec un groupement du coup de collectivités, donc le syndicat départemental d'énergie du Finistère, qui lui du coup n'a pas fait de SDAN, mais qui a également élaboré un projet de territoire durable et connecté. Donc je vais laisser la parole à distance à Antoine Coroleur, qui va nous présenter donc le rôle du SDEF et son projet. Oui, bonjour. Désolé de ne pas être avec vous, mais compte tenu de la distance, ce n'était pas évident de se joindre à vous. Alors, en fait, on a quand même fait un SDAN, ça fait quelques années, au niveau du conseil départemental du Finistère. Et dans le SDAN, effectivement, on était plus sur la partie déploiement de la fibre et de toutes les applications liées, l'aménagement numérique du territoire. Par contre, le SDEF s'inscrit dans une démarche un petit peu innovante pour aller au-delà de ce qui était prévu en termes d'infrastructure et de connectivité des territoires. Donc nous, on est parti sur effectivement le Finistère Smart Connect, qui est un projet porté par le syndicat départemental d'énergie et d'équipement, et qui a l'avantage, ce syndicat-là, de regrouper toutes les collectivités du Finistère, à l'exception de Brest Métropole, puisque Brest Métropole est autorité concédante sur la distribution électrique en elle-même, puisque c'est une métropole. Donc voilà, les missions du SDEF, on vous a fait quelques petits slides qui vont... Donc le SDEF, c'est un syndicat ancien qui a été créé au moment où ça a été... l'avènement de l'électricité pratiquement a été fait puisqu'il a été créé en 1948. Et donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il regroupe les 269 communes et les communautés de communes. On a modifié nos statuts, ça fait quelques années, de façon à permettre aux EPCI d'adhérer au SDEF, chose qui n'était pas possible préalablement. Et on a donc aujourd'hui 9 EPCI sur une vingtaine qui ont adhéré au SDEF pour une compétence qui est souvent à partir de l'éclairage public. Alors, on a donc nos principales missions. La première, c'est bien sûr compétence obligatoire, c'est effectivement la distribution électrique. Et ensuite, on a pas mal de compétences optionnelles qu'on a rajoutées au fil du temps, dont justement l'éclairage public. Aujourd'hui, on a à peu près 80 000 points lumineux qui sont gérés par le SDEF. On a également la distribution de gaz, les communications électroniques. Donc, parce qu'on a un partenariat avec Megalis, entre autres, pour développer la fibre optique sur le Finistère. Également les réseaux de chaleur qui sont aussi dans nos compétences. Alors, on a aussi fait, comme la plupart des syndicats d'énergie, une grande évolution par rapport aux actions liées à la transition énergétique. Les CEP, la mise en place des PCAET, les groupements d'achat d'énergie, la mutualisation des certificats d'économie d'énergie, la mobilité durable, les smart grids, alors dont le Finistère Smart Connect, et la sensibilisation du public avec 2 expositions que l'on a sur le Finistère. Et ensuite, dans le numérique, alors effectivement, on a beaucoup travaillé sur le déploiement de la fibre optique, donc en partenariat avec Megalis, qui est un syndicat breton et qui est chargé de déployer la fibre optique dans les zones qui sont les zones non amies et donc dans les zones où les opérateurs n'interviennent pas. Donc c'est quand même une grande partie du territoire finistérien. Donc, on a le Finistère Smart Connect, qui a été donc la dénomination qui a été choisie pour justement la partie connexion, objet connecté.
Après, on fait également pour le compte des collectivités la gestion des fourreaux. Ça devient un peu compliqué, tous ces différents opérateurs qui ont des fourreaux. Et donc, pour avoir notamment le suivi de l'ensemble de ces fourreaux, et notamment que ce soit pour la propriété ou les RODP, il est important d'avoir une certaine harmonisation. Donc, ce qui a été mis en place également par le SDEF et que l'on commence à mettre en place. Et ensuite, il y a des missions d'assistance où effectivement, on a aussi un certain nombre d'ingénierie qui est apportée par des agents du SDEF, que ce soit en eau potable, sur la voirie. On a également, donc, dans le cadre de la mise en place obligatoire du PCRS, on s'est doté d'un équipement en LIDAR qui nous permet de scanner les rues. Et donc, on a également, bien sûr, l'exploitation du système d'information géographique. Alors, la gouvernance, bon, on est effectivement... on va peut-être passer à la SEM Énergie en Finistère, qui a été créée également pour permettre aux collectivités de porter des projets en collaboration avec le SDEF. On a, donc la SEM s'appelle Énergie en Finistère, et donc on a des partenariats avec les EPCI, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de leur PCAET. Voilà, et donc la Caisse des dépôts, le Crédit agricole, Crédit mutuel et la Banque des territoires sont actionnaires de la SEM Énergie en Finistère, qui aujourd'hui est dotée d'un capital de 4 millions d'euros. Voilà, alors le Finistère Smart Connect, donc là je vais peut-être laisser la parole à Emmanuel Quiré, qui est donc directeur adjoint et qui est en charge de ce dossier. Bon, même si, je vais peut-être faire une présentation un peu globale pour dire que, en fait, c'est une volonté politique qui a été exprimée dans la création de ce réseau-là, en se disant, jusqu'à présent, on parle de Smart City, mais uniquement sur les métropoles, et que des territoires plus ruraux qui n'ont peut-être pas les moyens des métropoles ne doivent pas rester à l'écart de ces évolutions qui sont aujourd'hui indispensables pour la gestion de beaucoup de services publics. Donc, Emmanuel, je te laisse la parole. Ouais, voilà, c'est dans le prolongement de ce qu'évoque Antoine Coroller. Effectivement, l'objectif qui vous est formulé là, hein, c'était vraiment de mettre à disposition de toutes les collectivités finistériennes adhérentes un service de territoire connecté, mais qui soit accessible à un coût optimisé dans les domaines de l'efficacité énergétique, nos cœurs de mission, et puis plus globalement dans l'optimisation des services publics en réseau. Alors, comme vous disiez en introduction, on n'est pas là sur la finalité de l'aménagement numérique, mais plus comme un outil qu'on a développé au service de nos politiques. Et à l'origine du projet, comme le rappelait le président, on assure l'exploitation et maintenance de l'éclairage sur 220 communes. Et pour améliorer ce service rendu, pour optimiser les coûts, on a assez rapidement repéré que la télégestion de l'éclairage pouvait être un axe intéressant. Il y a eu une veille technique sur ce sujet qui a permis d'engager la réflexion. Et assez rapidement, les deux orientations qui étaient fixées par le président, par les élus du SDEF, c'était de dire on produit de la donnée, cette donnée-là, elle a une valeur, et donc il faut qu'on soit souverain sur cette donnée. Donc il y avait cette entrée-là pour le projet, et puis l'autre qui était la sécurité, puisqu'on voit bien tous les jours qu'il y a un gros enjeu autour de la cybersécurité et que là aussi, il fallait qu'on consolide ça. Donc le projet, c'est de mutualiser une infrastructure, de mettre en place des services d'objets connectés, mais en étant souverain et en s'assurant de la sécurité. Donc très rapidement, dès le départ, on est parti sur une offre de service qui soit plus large qu'un seul cas d'usage, plus large que le cas d'usage qui nous intéressait, nous, sur l'éclairage public. C'était d'aller aussi sur l'efficacité énergétique des bâtiments, alors en lien avec un certain nombre de missions d'ingénierie qu'on assure pour nos adhérents, mais aussi la qualité environnementale. Pour les communautés de communes et communautés d'agglomération, tout ce qui est optimisation de la collecte des déchets et les relèves de l'eau potable. Quitte à avoir une infrastructure, notamment de stockage, pouvoir aussi proposer des outils d'information citoyenne. La gestion du stationnement pour les communes, qui est en cours de développement, et puis d'autres cas d'usage qui nous remontent des besoins, type le comptage de flux, le suivi des paramètres climatiques et météo qui intéressent à la fois les communautés de communes, mais qui nous intéressent nous aussi pour la résilience des réseaux. Enfin, voilà, un paquet donc, de services d'objets connectés proposés dès le départ. Et donc notre projet, concrètement, qui a débuté en 2020, il se constitue de 4 briques techniques. La première, c'est une infrastructure de cœur de réseau. Donc on a un serveur dont on est propriétaire, qui concentre tous les équipements dédiés de stockage, de sécurité, de traitement, de calcul,
qui est installé en Ille-et-Vilaine, donc sur le territoire régional, donc à proximité. Toutes les données qui sont remontées sont stockées là-bas, avec un haut niveau de disponibilité et de sécurité. Donc, on ne fait pas le choix de construire nous-mêmes un data center, il y en a. Par contre, on fixe un niveau de sécurité et un niveau de qualité. Donc, on est sur un data center Tier 3+, qui permet une supervision en temps réel de l'ensemble de l'infrastructure, des serveurs de sauvegarde, etc. Donc, ça, aujourd'hui, c'est en place. Et dès le départ, on l'a configuré pour pouvoir fonctionner à l'échelle du département. La deuxième brique, c'est la plateforme d'hypervision. Alors, c'est-à-dire que c'est tout simplement une plateforme web qui permet aux utilisateurs, aux partenaires d'accéder à leurs données de manière sécurisée et de pouvoir y trouver deux types d'applications. En fait, des applications de supervision qui sont essentiellement gérées par nous en tant qu'administrateurs du réseau, où on peut gérer la plateforme, suivre et superviser les capteurs, l'infrastructure radio, etc. Et puis des applications métiers où on peut accéder instantanément aux données qu'on a, qui nous remontent depuis les capteurs. On a aussi développé, c'est un point important dans les perspectives de développement, ce qu'on appelle des API, qui sont concrètement des connecteurs qui viennent chercher la donnée sur nos serveurs et qui la ramènent vers les logiciels métiers que certaines collectivités utilisent et qui peuvent ainsi récupérer des données complémentaires dans leur logiciel habituel. La troisième brique, c'est la brique radio. Donc nous, on a fait un choix. Les smart territoires, ça peut être plusieurs technologies. Nous, la technologie qu'on a retenue, c'est la technologie LoRa. Donc on a une étude radio à l'échelle du département qui nous permet de savoir, alors selon des modèles théoriques qui sont toujours affinés, mais le nombre de passerelles LoRa qu'on doit installer pour pouvoir faire communiquer nos capteurs avec le serveur. Et puis donc cette technologie, alors pourquoi cette technologie? Parce qu'elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle permet de faire remonter des données, mais ça permet aussi d'envoyer des consignes. C'est faiblement consommateur en énergie, donc c'est cohérent aussi avec notre démarche de transition énergétique, et c'est sur une fréquence libre. Alors ça ne permet pas de faire de la vidéo, ça ne permet pas ce que permet la 5G, mais c'est conforme à l'usage, au cas d'usage qu'on avait besoin. Et puis, on a une infrastructure radio malgré tout sécurisée avec un système de firewall sur chaque passerelle au niveau du serveur et toutes les données passent par des VPN sécurisés, ce qui permet d'éviter tout risque de cyberattaque. Et puis, évidemment, la quatrième brique, qui est celle à laquelle tout le monde pense quand on parle d'objets connectés, ce sont les capteurs. Et donc, nous, sur la manière dont on a fonctionné, c'est qu'on a monté tout cet environnement-là avec les deux premières briques configurées à l'échelle d'un déploiement finistérien. Mais les gateways, c'est-à-dire les passerelles LoRa, la couverture radio et les capteurs, on les a installés sur deux territoires pilotes à partir duquel on a fait un retour d'expérience et où maintenant on peut envisager des déploiements. Donc on a quand même déployé plus de 1300 capteurs sur 25 communes au nord du département. Alors quel bilan on fait de cette phase pilote? En fait, on a deux briques techniques, comme je vous le disais, qui sont opérationnelles, qui sont les supports au futur déploiement, l'infrastructure de cœur de réseau et les plateformes d'hypervision. On a des applications métiers qui ont été développées, qui nous appartiennent. Et puis, on sait aussi renvoyer ces données vers des logiciels de GMAO. On a déployé donc, sur 24 communes, alors 20 passerelles sur le continent et 4 passerelles sur l'île d'Ouessant, alors qui est une petite île de 700 habitants, mais qui permet aussi de travailler sur des solutions, notamment dans le cadre d'un programme européen, sur les équilibres offre-demande, puisque ce sont des îles qui ont la particularité de ne pas être connectées au réseau continental, et qui permettent aussi d'expérimenter et de voir très précisément les résultats, puisqu'on fonctionne sur un réseau limité. Ça nous a permis, du coup, cette phase pilote, de déployer aussi 1300 capteurs et de pouvoir aujourd'hui faire un retour d'expérience sur les défis techniques à lever, les questions de méthodes de déploiement, etc. Et puis d'organiser aussi les futurs déploiements en ayant travaillé sur le modèle économique qui s'appuie essentiellement sur la mutualisation, c'est de se dire comment ensemble, partenaires, SDEF, communes, communautés de communes, au travers de conventions de coopération, on peut cofinancer ensemble ces investissements-là et l'exploitation. Et puis, on est en train de finaliser actuellement un catalogue de services qui permettra, dans la perspective des déploiements, d'informer les communes et les EPCI de manière plus claire sur l'offre qui est proposée. Et donc, pour finir, les perspectives de déploiement, aujourd'hui,
on a 2 territoires sur lesquels on est en étude de couverture, 2 communautés de communes qui représentent l'une une douzaine de communes et sur l'autre 17 de mémoire. On va avoir des nouveaux bâtiments, notamment des bâtiments France Service, des piscines, des centres d'accueil qui vont être instrumentés au niveau efficacité énergétique. On va avoir un parc entier de points d'apport volontaires de déchets, donc ça va être intéressant, y compris en termes d'évaluation des coûts évités. Et puis une commune centre du sud du Finistère qui va être équipée de 600 places de parking connectées également. On est par ailleurs en discussion avec 4 autres territoires. Et puis on a profité aussi d'une certaine manière du contexte en fait Covid où il y a eu pas mal de demandes de communes sur des capteurs CO2 et plutôt que de partir dans tous les sens au niveau des capteurs, on a proposé à nos adhérents d'en acheter, de faire un groupement de commandes pour pouvoir diffuser auprès d'eux et les fournir en capteurs. Et ce qu'on a fourni, ce sont des capteurs connectables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils fonctionnent sur site, mais si demain, la couverture ou quand la couverture LoRa sera en place, non seulement le capteur il fonctionne en local, mais il permettra aussi d'historiser l'ensemble des données disponibles sur le territoire. Et puis c'est une porte d'entrée pour expliquer aussi de manière très pédagogique et concrète ce que c'est qu'un territoire connecté, ce que ça peut devenir. Voilà, juste pour finir, quelques illustrations. Ici, c'est l'application déchets. Donc à chaque fois, ça se présente de la même manière. Vous avez une carte, vous avez la liste des points d'apport volontaires. Et puis là, je vous ai sorti un exemple. On voit ici que au début, la collecte des déchets se faisait régulièrement, tous les semaines ou tous les 15 jours. Et puis, on vidait les points d'apport volontaires alors qu'ils étaient pleins à peine 40%. Et puis, les collègues de cette communauté de communes-là ont désormais complètement changé leurs habitudes. Ils ont une alerte quand on arrive à 80%, ils vont vider. Et donc, du coup, ils vident beaucoup moins souvent et ils optimisent. Ça, c'est les capteurs d'eau. Bon, classiquement, on les repère, on sait où ils sont et on a l'ensemble des données qui remontent. Et puis, un dernier exemple qui est sur les bâtiments, où là, c'est pas très compliqué à comprendre. En fait, on a la consommation qui sont les petites barres jaunes. On a le CO2 qui est la courbe jaune pleine. Et puis, en vert, on a la fréquentation. Donc, on voit bien qu'il n'est pas nécessairement à chauffer à certains moments quand il n'y a personne. Voilà. Je vous remercie. On vous remercie. Merci beaucoup à vous. C'est intéressant ce regard croisé effectivement entre 2 projets de territoire connectés, l'un avec une stratégie portée par une collectivité insulaire et une autre par un syndicat qui exerce sur un territoire péninsulaire. Donc on voit, bon, là on est déjà un peu dans la phase d'après avec le SDEF, mais on voit quand même des objectifs communs en matière de transition énergétique, de données, d'inclusion. Ce qu'on retient, c'est qu'en fait, peu importe le type d'acteur, en réalité, ces projets sont à la portée de tous. Alors après, c'est vrai qu'en tant que collectivité, vous avez des compétences légales plus larges, des compétences générales, alors qu'un syndicat, effectivement, d'énergie, lui, il va être enfermé par des compétences statutaires, mais on voit quand même qu'il y a énormément d'actions qui peuvent être portées par ces syndicats. Et qu'il y a un facteur clé, du coup, là, qui surgit, en plus de ce que vous avez dit, M. Ferré, mais je pense que vous serez totalement en phase avec moi. Mais j'ai vu ce mot ressurgir dans plusieurs slides, c'est la mutualisation. Et c'est vrai que quand on élabore une stratégie de territoire connecté, pour moi, ça fait partie des prérequis, et je vais laisser Jean-Luc rebondir dessus, mais il faut toujours d'abord se poser en amont la question de quelles sont les infrastructures présentes sur mon territoire, sur quoi je peux m'appuyer pour éviter effectivement des doublons de projets, des doublons de dépenses, et du coup sur quoi je peux m'appuyer comme bénéfice derrière, effectivement pour développer de nouveaux usages, les technologies existantes, les catégories d'acteurs privés existants. Alors Jean-Luc, je me retourne vers toi parce que toi du coup, tu as un peu, depuis plusieurs années, une vision globale sur le sujet. Tu es même concerté directement par tes membres sur quand elles élaborent leur SDAN ou leur feuille de route. Donc tu as un peu, entre guillemets, une casquette d'accompagnateur, mais assez fort, qu'on connaît tous maintenant. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, globalement, en plus des facteurs clés qu'on a exaucés, bon, évidemment, je vais te laisser rebondir dessus, mais globalement, quels sont les facteurs de réussite d'ailleurs pour une mise en œuvre opérationnelle de ces feuilles de route, et quels sont les écueils en fait à éviter, puisque on a souvent entendu parler quand même de DESDUS, comme disait tout à l'heure M. Ferrari, qui sont restés dans les tiroirs. Non pas qu'ils n'étaient pas intéressants, mais que derrière on n'a pas trouvé les moyens d'y donner suite.
Et donc aujourd'hui, évidemment, l'objectif, c'est de faire des schémas opérationnels, comme l'ont été les SDAN, d'aménagement numérique. Du coup, c'est pour toi qui conditionne concrètement le succès de ces SDAN. Alors, peut-être avant de voir dans les opérations de mise en place qu'est-ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, c'est peut-être évoquer pourquoi on fait tout ça. D'abord, moi, je voudrais adresser des félicitations à la collectivité de Corse et à Eric, bien entendu, parce qu'il est mais à toute son équipe et aux élus de la Corse qui ont su faire un document de programmation qui était assez exceptionnel. Nous, de là où on est à la Fédération des collectivités concédantes et régies, on voit beaucoup de schémas. Hein. On en voit beaucoup. Les bureaux d'études aussi en voient, mais nous aussi, on en voit beaucoup. Et je dois dire que ce schéma pour la Corse, ce schéma numérique, qui n'est pas tout à fait que numérique, vous l'aurez, si vous l'avez bien lu, il n'est pas que numérique. C'est vraiment un schéma d'avenir et qui se cale dans l'avenir de ce que doit finalement, ce vers quoi doit aller notre planète, c'est-à-dire une transition écologique et une transition énergétique. Ce grand enjeu de la transition écologique et énergétique fait qu'il y a des sujets qui deviennent régaliens, souverains presque, qu'on avait oubliés. L'énergie, l'eau potable, la gestion des déchets, enfin le cycle des déchets et de retraitement des déchets, l'artificialisation des sols, l'alimentation, tous ces sujets-là qui vont redevenir, évidemment avec les changements du climat, avec ce que les perspectives de climat pour le futur dans notre pays font qu'on va devoir s'adapter. Et pour s'adapter, c'est ce qu'évoquait ce matin Philippe, et puis les enjeux sur la résilience. Eh bien, pour devenir résilient, un territoire doit s'occuper de ces sujets régaliens. Et s'occuper de ces sujets régaliens, ça veut dire mieux gérer son eau potable, ça veut dire être capable de devenir autonome en énergie, en production d'énergie, hein, donc produire de l'énergie renouvelable sur son territoire, en boucle courte, quoi, hein, pas être obligé de transporter systématiquement l'énergie, de lui faire traverser le pays. Produire son alimentation aussi, le plus possible. Voilà, tous ces éléments clés vont devenir des politiques publiques, vont redevenir des politiques publiques, parce qu'elles ont été des politiques publiques il y a bien longtemps dans notre pays, mais elles vont le redevenir. Et je crois que ce pourquoi on évoque ces réseaux, c'est qu'évidemment, pour piloter ces politiques publiques, il nous faut un réseau numérique qui tienne la route. Et il y a plusieurs strates de réseaux numériques. On a évoqué tout à l'heure les réseaux en fibre optique, qui sont le socle, hein, c'est SFR qui le disait, hein, en gros, on construit le socle avec la fibre optique. Eh bien, dans les couches au-dessus de la fibre optique, il va nous falloir des réseaux d'objets connectés pour piloter toutes ces politiques publiques, pour aller vers la transition écologique. Et l'enjeu d'un réseau d'objets connectés est à ce titre essentiel. On ne pourra pas faire sans. Donc, il s'agit donc à partir de ce moment-là, et je reviens à la question que tu m'as posée, comment on y va ? Comment on y va ? Eh bien, tu l'as évoqué déjà en partie. Tu dis il faut mutualiser. Bah oui, bien sûr. C'est pas une commune toute seule qui va faire son petit projet smart. Par contre, une île de la taille de la Corse, oui, bien entendu. La Bretagne, évidemment, voilà, on le voit avec le projet breton qui est assez exceptionnel. Hein, c'est une des locomotives. Le Finistère est un projet locomotive pour l'ensemble des syndicats d'énergie français, qui sont tous à taille départementale en France. Eh bien, le Finistère et la Loire aussi sont deux départements qui sont un peu les locomotives dans ce secteur d'activité. Là, on voit que la Corse et juste derrière, on va dire, avec ce schéma directeur, avant de passer à l'acte, mais voilà, c'est un sujet très important. Alors, évidemment, pour un Basque, parler de la Bretagne et de la Corse, là, évidemment, ça donne une certaine saveur. Surtout si on se dit qu'en faisant des boucles d'asservissement dans nos gestions de politique publique les plus courtes possibles, on va vers l'autonomie. On travaille l'autonomie. Et je crois que ça, c'est un élément clé
de l'indépendance. Alors, quand on évoque souvent ce mot indépendant, je ne parle pas de la Corse là, ou des Basques, hein, bien entendu, mais je parle de l'Europe. Aujourd'hui, il y a un sujet d'actualité, c'est l'indépendance européenne vis-à-vis de l'énergie. Ce sujet de l'actualité qu'on a quasiment à tous les journaux, hein, tous les journaux télévisés, on nous en parle. On comprend tous ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire que petit à petit, chacun, dans notre territoire, juste à côté de nous, il faut qu'on travaille cette autonomisation dans les secteurs clés que j'évoquais. L'eau, l'énergie, la gestion des déchets, voilà, la qualité de l'air, pouvoir respirer, pouvoir boire, pouvoir manger et pouvoir avoir le feu dans la cheminée, entre guillemets, c'est-à-dire l'énergie pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire avec cette énergie. C'est les 4 éléments. On a besoin de ces 4 éléments, on a besoin de les piloter. Alors, le syndicat du Finistère est une structure exemplaire qui a une structure juridique. C'est un syndicat du Code général des collectivités, un statut spécifique. La collectivité de Corse a un statut spécifique aussi, puisqu'elle a quasiment toutes les compétences si elle le souhaite. Hein. Ça reste à analyser tout ça, mais enfin globalement, c'est un statut très particulier. Et puis il y a les métropoles aussi qui font ce type de projet, donc des agglomérations, des métropoles, donc ce qu'on appelle des EPCI. Ces 3 types de structures sont pour nous évidemment des bonnes structures pour faire des projets Smart City en mutualisation, évidemment, parce que évidemment, ça permet de lever plus de financement pour réaliser ces projets. Et ça permet évidemment de mutualiser les équipes, les ressources aussi pour le faire. Et c'est jamais facile dans les collectivités de dédier des ressources à un projet. Donc c'est toujours un peu délicat. Hein, et donc il faut convaincre que c'est nécessaire. Mais je me suis convaincu qu'avec des exemples comme le Finistère ou la Corse, eh bien c'est l'ensemble du territoire national qui va s'en inspirer d'ici peu de temps pour que d'ici, et nous on le souhaite hein, à la Fédération, quasiment d'ici 4-5 ans, l'ensemble du territoire national soit lancé dans ce type de projet. Je crois que ça, c'est un vœu qui nous est cher à la Fédération. Ce n'est pas que le vœu cher de la Fédération. Je sais que la Fédération Infranum aussi le souhaite. L'État aussi nous accompagne dans ces projets. Avec la NCT, avec le Bercy aussi nous accompagne avec un appel à projet qui nous incite à monter des projets et qui doit nous inciter à monter des projets vertueux. Et il faut bien reconnaître que voilà, ça va se jouer dans les cahiers des charges, les marchés publics. Tout à l'heure, Eric disait, bah oui, il y a des marchés publics. C'est avec ces marchés publics qu'on va essayer de mettre en œuvre ces projets. Je crois que là, mais c'est peut-être la deuxième partie que tu voulais aborder, la méthodologie qui va être employée est aussi très importante dans la fiabilité du projet et la confiance que les citoyens doivent avoir dans ces projets. Peut-être pour évoquer, pour terminer cette première intervention, sur la confiance dans le numérique, mais vous le savez en Corse, puisque ça fait partie de votre schéma, la confiance, c'est aussi la cybersécurité. On ne peut pas numériser tous les services publics essentiels, comme je l'évoquais, hein, l'eau, l'énergie, et qu'on n'ait pas sécurisé la numérisation elle-même. Donc il faut absolument avoir une conscience des enjeux de la cybersécurité pour l'avenir. C'est une des clés indispensables. Et le deuxième élément, c'est la maîtrise et la souveraineté des données. Mais là aussi, si vous avez lu le schéma, eh bien, il est inclus dedans. Il y a un grand projet, effectivement, de souverainisation, on va dire, de la gestion des données sur la Corse. Et je crois que ça fait partie des éléments clés qui n'ont pas été oubliés dans le schéma et qui seront probablement des éléments clés pour l'avenir de la Corse. Merci Jean-Luc. Alors, ce que je retiens, hein, si on continue toujours sur les facteurs clés de succès, en plus de tout ce qu'on a dit, c'est que on est d'accord hein, sur le fait que les territoires connectés sont des sujets ouverts à tout type de collectivités, mais que par contre, effectivement, l'échelon territorial est assez déterminant d'ailleurs pour faciliter le passage à l'opérationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on se regroupe,
plus on mutualise effectivement les moyens techniques, humains, les réseaux, les ressources financières, plus on a de chance derrière d'avoir effectivement ce passage à l'opérationnel dans un délai effectivement assez rapide. Alors, pour finir ce premier tour de table, je vais me retourner vers Isabelle Simon, parce que c'est important quand même d'avoir un opérateur privé pour parler des territoires connectés, puisqu'on va y venir après, mais ces projets-là ne peuvent pas être mis en place sans l'aide des opérateurs privés. Donc vous représentez Altice au niveau régional. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire part du rôle que joue Altice sur ces projets-là, en concertation avec les collectivités et les acteurs publics de manière générale? Sur quel type de sujet vous intervenez déjà? Bonjour. Je dirais que pour qu'il y ait territoire connecté, il faut déjà qu'il y ait des infrastructures. Et vraiment, notre premier rôle, notre première responsabilité, c'est de déployer et d'équiper ces territoires-là. C'est une évidence. C'est aussi, et ça a été dit, détaillé lors de la table ronde précédente, et là aussi, c'est de déployer des infrastructures résilientes et de faire attention à la façon dont on les déploie en concertation avec l'ensemble des acteurs sur un territoire. Ça va porter, vous voyez, on parle d'énergie, on parle de relevé, donc ça porte des services essentiels et il faut bien qu'on en ait cette conscience voilà, pour s'assurer de la durabilité, de la pérennité et de la sécurité, du degré de sécurité qui est apporté par ces infrastructures et donc de notre responsabilité en la matière. Après, je dirais aussi que dans la façon de déployer ces infrastructures, je pense que c'est avant tout une démarche collective et inspirée à l'initiative de la collectivité locale et inspirée par l'état d'esprit qui est insufflé par, en l'occurrence là, la collectivité de Corse, par exemple ici, et qui nous a conduit, je dirais encore plus qu'ailleurs, à avoir une démarche très partenariale, très ouverte par rapport au territoire et par rapport aux différents types d'acteurs du territoire. Ça veut dire s'attacher aux personnes qui déploient ces réseaux, à la formation de ces personnes, à leur employabilité. Le nombre de partenaires qui a été associé dans ces déploiements, à la demande de la collectivité de Corse, est très important. Et je pense que ça fait partie de l'état d'esprit de durabilité qu'on souhaitait, enfin, pour lequel la collectivité de Corse souhaitait qu'on conduise le projet. Donc je pense CFA d'Ajaccio, l'AFPA, le comité de massif, les maires à chaque fois, parce que c'est des projets très locaux. Et après, on a aussi une responsabilité d'opérateur tout simplement aussi sur, j'ai dit la résilience des réseaux, la qualité des réseaux, la prise de conscience de leur essentialité, dans leur empreinte écologique aussi. On a notre propre responsabilité d'opérateur d'infrastructure. Et donc là, un certain nombre d'actions peuvent être portées directement pour diminuer l'empreinte écologique des réseaux que nous déployons. Je vous donne un exemple qui m'a frappé en creusant un peu le sujet. On a déployé plein de réseaux ces dernières années et pourtant, à l'échelle de notre groupe, nous avons réduit notre consommation énergétique de l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants. Et donc, ces efforts-là peuvent porter leurs fruits clairement et on a notre propre rôle à jouer en Corse et sur tous les territoires en la matière, en révisant régulièrement les schémas d'ingénierie parce qu'on s'aperçoit que des équipements ne sont plus forcément nécessaires et d'autres peuvent avoir une meilleure efficacité énergétique et donc en les remplaçant et ainsi de suite. Ou en réutilisant la chaleur des data centers, on commence à le faire pour chauffer des équipements. Ça, c'est nos propres responsabilités. Après, c'est surtout dans la démarche collective que se trouvent certainement les solutions. On n'a pas, nous, réponse à tout du tout, mais c'est dans ce dialogue, et qui est très très bien fait sur ce territoire ici, à l'initiative de la collectivité de Corse, entre la collectivité, l'État, les entreprises dont nous sommes, les associations qui portent un certain nombre d'initiatives aussi importantes en direction des usagers. Et c'est dans ce travail en commun qui est insufflé ici que souvent les solutions peuvent être poussées. Et ça prend peut-être plus de temps à être initié, mais ça a des effets aussi plus durables, plus pérennes, plus profonds. Et moi, je voulais aussi féliciter la collectivité de Corse ici pour la profondeur de sa démarche. Et la qualité de cette démarche, parce que c'est assez rare, on peut le dire, c'est-à-dire qu'on voit souvent des actions, des initiatives, et par contre qu'il y ait
cette qualité de réflexion et cette qualité d'association de l'ensemble des acteurs sans cesse, et encore plus depuis quelque temps, là, je trouve, c'est très stimulant. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer ce tour de table, là, on était plus donc dans la méthodologie de création d'un projet de territoire connecté. L'objectif, quand même, à travers cette table ronde et ce partage d'expériences, c'est vraiment de démystifier le sujet et aussi de donner en fait quelques outils pédagogiques aux collectivités qui aujourd'hui sont aussi en train de travailler ce sujet-là et on se tâte à lancer leur projet. Donc encore une fois, il y a certains facteurs de succès qu'on a évoqués. Ce qui serait peut-être intéressant, du coup, c'est peut-être de donner la parole à la salle, soit pour poser des questions si certains en ont, ou soit peut-être aussi faire part de leur expérience sur ce sujet. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Oui. Bonjour, merci. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Nicolas André, je suis directeur d'une société d'économie mixte qui s'appelle la CITEC et qui est détenue en majorité par la collectivité de Corse. Alors, c'est très inspirant, pour ma part, ce que je viens d'entendre, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes propriétaires d'un data center sur l'île qui est ISO 27001, comme j'ai vu tout à l'heure, et HDS. Donc, pour le socle numérique, c'est intéressant. Et on travaille aussi beaucoup sur les objets connectés. Et nous étions un petit peu en avance de phase sur ce qui a été écrit dans le SDTAN d'un point de vue technique, je dirais. Nous avons d'ailleurs modestement participé, porté notre concours, je dirais, à ce document. Mais, comme ça a été dit tout à l'heure, nous, on l'a fait aujourd'hui de manière complètement unitaire, pour des communes, pour des privés, justement parce qu'il y avait cette avance de phase et que donc, on n'était pas à une échelle territoriale, je dirais. Donc, par exemple, ce qu'on a vu faire dans le Finistère, là, pour moi, c'est très inspirant parce que c'est ce qu'on fait nous, mais à l'état, je dirais, embryonnaire peut-être, ou pas déployé d'un point de vue territorial. Moi, ce que je me demandais, c'est quel serait le meilleur véhicule demain si on devait déployer à l'échelle territoriale une solution Smart City. Alors, une société d'économie mixte, peut-être pas. Là, je vois que c'est un syndicat d'énergie. Est-ce que ça devrait passer peut-être par une délégation de service public? Est-ce que ça serait ouvert à une structure qui peut-être se créerait justement pour faire ce déploiement à l'échelle insulaire? Voilà. Est-ce que, alors je sais que ce sont des pistes de réflexion qui sont inscrites dans le document, mais est-ce qu'on a une idée un peu plus claire de ce qu'il faudrait demain? Quel véhicule il faudrait, juridique et opérationnel, pour équiper véritablement le territoire dans son intégralité? Enfin, on peut faire à plusieurs voies, puisque le Finistère montre les voies de la mutualisation réussie à travers des projets opérationnels. Ce qu'il faut voir, c'est que là, on a de l'exemplarité opérationnelle avec un modèle qui me semble assez vertueux. Le mauvais virage qu'on pourrait prendre, c'est finalement dépecer le SDAN pour en faire des stratégies individuelles. C'est-à-dire que la pire chose qui puisse nous arriver, c'est penser que la mutualisation n'a pas son rôle à jouer dans le développement de la Corse comme une île connectée et comme une île qui développe une forme de, comme le disait, d'émancipation économique, sociale et culturelle. Je pense que ne pas penser collectif, c'est franchement se tromper. Et là, on a des exemples. On a le cas du Finistère. On a d'autres exemples portés par des associations au niveau national qui sont présentes ici. Et c'est peut-être ces exemples-là qui nous montrent un peu la voie de ce qu'il faut que l'on puisse faire. Alors, ensuite, on peut prendre des cas locaux qui peuvent être mis à l'échelle. Par exemple, je citerai un cas très simple, celui de la CAPA en concernant la gestion des parkings, par exemple. Aujourd'hui, la CAPA va faire sa commande de capteurs de parking. Bon. Et puis, donc, c'est la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Je les prends parce que je vois là-bas, dans le fond. Et je dis, pourquoi pas créer un groupement d'achat
pour mutualiser pour toutes les communes, à la limite, l'achat des capteurs et un hyperviseur, comme l'a fait le Finistère sur la gestion de parking. Et ainsi de suite, idem pour l'éclairage public. Et donc, réunir en fait les volontés de faire de ce pays et non pas certaines institutions qui n'ont pas envie de faire. Bon, je vais être un peu cassant, mais il y a certaines institutions, ils ne peuvent pas faire pour des raisons de politique ou autre chose. Et bien, faire sans, comme on a fait d'ailleurs pour le SDAN. Il y a certains contributeurs qui n'y sont pas. Mais ensuite, essayer de fédérer par justement des dynamiques collectives autour de projets fédérateurs. C'est la réponse que je peux te faire. Alors, je ne sais pas ce que peut dire Jean-Luc. Qu'en pense le Finistère? Oui, qu'en pense le Finistère? Allume mon micro. Alors, en fait, la démarche du Finistère, elle est partie justement déjà avec une certaine anticipation. Et on est parti du fait qu'on avait de plus en plus de communes qui nous avaient transféré la compétence éclairage public et que par conséquent, c'était un moyen, effectivement, de mettre en place ce réseau de gestion à distance de l'éclairage, de l'extension, de la modulation, du relevé des consommations, etc. Donc, on est parti de ce socle-là. Et on s'est dit, tant qu'à faire un réseau, autant que ce réseau de collecte et tout ce qui concerne la partie logicielle soit mutualisé, le stockage, les serveurs. Et donc, c'est la réflexion qui a été la nôtre. On s'est dit, on va élargir avec les différents services que peuvent apporter les EPCI et les communes. Après, comme disait Emmanuel Quéré, il y a eu aussi l'opportunité assez importante liée au Covid qui a fait qu'on a développé une proposition avec aux collectivités d'achat de capteurs, d'autant que l'État subventionnait également ces capteurs. Donc, voilà. Alors, il y avait aussi un autre phénomène qu'on souhaitait, c'est qu'on aille assez vite, de façon à ce que notamment les communes les plus importantes n'imaginent pas même leur propre service et que du coup, la mutualisation apportée par le SDEF aurait perdu de son efficacité et de son opportunité. Ouais. Concernant les structures juridiques, quel type de structure juridique bon, on l'a vu, il faut mutualiser le plus possible. Il faut mutualiser le plus possible et il faut un pilotage politique. Voilà, ça c'est clair. Ça veut dire que lorsqu'une structure publique, même si elle se crée un outil, il faut qu'elle ait véritablement la main, en tout cas que le politique qui prend la décision de mener ces politiques publiques garde la main sur l'outillage, évidemment, ça va de soi. Bon, donc ça c'est un premier élément. Et donc ensuite, quand on décline ça, quelles sont les structures qui conviennent bien et qui sont capables de s'adapter en permanence, parce qu'on fait de l'innovation en permanence dans les réseaux d'objets connectés. Hein. Donc évidemment, le mode régie est très adapté. Le mode marché public, classique. Voilà. Si on fait des marchés publics, ben voilà, on peut faire un marché public tous les ans avec un nouveau service. Et ensuite, un prestataire va rendre des services pour le compte d'une collectivité qui aura mutualisé avec un certain nombre d'acteurs publics l'usage de ce service. Donc marché public, régie, classique. Un syndicat technique comme c'est le cas. La SEM, il y a quelques projets de SEM, de réseau d'objets connectés avec des SEM. Donc on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, a priori. Ça dépend du modèle économique, évidemment. Il va falloir, ça dépend des cas d'usage qui vont être intégrés, si j'ose dire, dans les services qui vont être déployés. Et ça, c'est un élément aussi, parce que vous pouvez déployer un service d'objets connectés qui va peut-être vous faire économiser pas mal de sous. Et puis, vous pourrez en développer un deuxième qui ne vous fera pas économiser de sous, mais qui vous permettra de rendre un meilleur service dans un autre domaine. Donc là aussi, il y a mutualisation. C'est-à-dire, il y a péréquation entre les différents services. Il y a peut-être un service qui va être rémunérateur et l'autre un peu moins. Mais l'un dans l'autre, finalement, ça permet d'avoir un projet global. Et je crois que à la fois la mutualisation géographique, mais la mutualisation aussi des services, fait que la péréquation est une des clés de la réussite, évidemment, des projets. Je suis d'accord avec toi, Jean-Luc. Après, je pense que de manière globale, il faut distinguer
la gouvernance des projets, du mode de gestion d'ailleurs. C'est vraiment deux choses. Et effectivement, ce qu'on voit quand même dans ces projets, c'est les modes de mutualisation, même les modes de gestion diffèrent un peu des projets classiques qu'on voit sur l'aménagement numérique ou l'éclairage public, où là, effectivement, on est plus dans des modes de mutualisation conventionnels, de type groupement de commandes, de type centrale d'achat. C'est des choses qui se font du coup pour permettre effectivement de rendre des services à l'échelle, des fois pour des contraintes juridiques ou parce que tout simplement on veut justement porter des projets en masse. Voilà, c'est des choses qu'on n'envisage pas sur des secteurs traditionnels, mais qu'on envisage de plus en plus sur ces projets-là. Mais effectivement, le point de vigilance, et là je partage tout à fait votre point, c'est que le but du jeu, quand même, d'élaborer des SDAN ou des feuilles de route à l'échelle départementale, c'est effectivement justement derrière d'éviter des initiatives un peu éparses sur tout le territoire qui, du coup, perdraient sens. C'est vraiment une politique locale et qui, du coup, perdrait les effets d'aubaine d'une réelle mutualisation. Donc, je pense que la concertation, elle doit aussi se faire après l'élaboration du SDAN sur le comment, effectivement. Et d'ailleurs, ça rejoint, du coup, notre seconde table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent par contre prendre la parole? Allez-y. Bonjour. Donc voilà, moi je suis Xavier Lucian, je suis maire d'une toute petite commune rurale de Corse. Voilà, moi j'ai une question observation. Je suis assez sensible à tous ces sujets, c'est pour ça que je suis là. Je pense développer assez rapidement pour répondre à des besoins urgents un réseau d'objets connectés dans mon village pour de la gestion de l'eau potable sur lequel on a de grosses difficultés et c'est particulièrement d'actualité en ce moment là en période de sécheresse. Et tout en étant particulièrement sensible à ce qui peut se développer au niveau régional. Et je crois tout à fait en la mutualisation. Ce n'est pas pour prendre des initiatives individuelles. Et voilà, j'aimerais d'ailleurs peut-être pouvoir faire partie un peu des territoires pilotes en la matière. Mais moi, j'ai une question un peu particulière. C'est voilà, je sens que je vais en venir à développer sur mon village, ou peut-être à d'autres échelles, un réseau avec des fonctionnalités importantes. Et ma question, c'est de savoir comment... Et s'il existe des exemples concrets aujourd'hui, est-ce que je pourrais mettre à disponibilité cette structure à des tiers, notamment à des entreprises, voire même à des administrés? C'est-à-dire que moi, je vais permettre à ma commune, peut-être dans un avenir proche, d'avoir un certain nombre de services, à la fois sur du relevé, par exemple, sur des capteurs, voire sur de l'intervention, de la commande d'électrovannes ou de choses de ce type-là. Et est-ce que c'est un service que je pourrais aussi offrir à mes administrés, sur de l'irrigation, par exemple, dire, voilà, moi j'ai un réseau support, j'ai des exploitants agricoles sur ma commune, je veux vous faire bénéficier de ce réseau support avec toute la complexité en matière de concurrence, de tout ce qu'on peut voir derrière. Je veux vous faire bénéficier de ce réseau support puisqu'il est déjà déployé et qu'il n'y ait pas une multiplicité de services et finalement un recours souvent à des systèmes qui ne sont pas du coup développés ou des puces GSM qui seraient des Ferrari quand ce n'est pas nécessaire. Voilà, c'était un peu ma question. C'est un sujet un peu délicat parce qu'effectivement, on est dans un environnement juridique qui lie aussi l'économie et qui fait que en Europe aujourd'hui c'est la concurrence par les infrastructures et que dans les télécommunications il faut qu'il y ait en gros il faut pour qu'un secteur public puisse créer un nouveau service public à destination des usagers ou des entreprises, il faut qu'il y ait un constat de carence. Et aujourd'hui, dans notre secteur, celui des réseaux d'objets connectés, il n'y a pas de constat de carence. Enfin, c'est difficile de... Ça dépend ce que vous allez mettre dans le service que vous allez proposer, en tout cas. Donc, il y a toujours des opérateurs qui sont susceptibles de pouvoir répondre à cette demande. Et donc, à ce titre, un service public ne peut pas... Et c'est vraiment très, très délicat de créer un service public là-dessus. Mais, si j'ose dire, ne serait-ce déjà que la première couche de faire un service public des services publics, déjà, étant donné qu'il y a une multiplicité de politiques publiques qui nécessitent ces réseaux d'objets connectés, il a son retour sur investissement à lui tout seul. Et donc, nous, on préconise de le faire déjà à ce format et à cet environnement juridique qui fait que là, pour le coup, les collectivités, entre elles, elles n'ont pas de problème pour se faire leur propre service d'objets connectés. Néanmoins, ces services d'objets connectés, ils améliorent les services qui sont dédiés au public. Donc, ça a une fonction quand même de service public. Mais, par exemple, vous n'allez pas pouvoir connecter
Si vous avez des vaches connectées, ben, vous n'allez pas pouvoir les rentrer sur le réseau. Vous voyez, les vaches connectées d'un usager, vous ne pourrez pas les rentrer sur le réseau. Voilà. Ça, c'est un peu plus délicat. Pourquoi? Parce que bah, voilà, peut-être que Orange, SFR sont susceptibles de pouvoir mettre à disposition ce type de service. Donc, on ne peut pas le faire en service public. Voilà. Oui, il y a une autre. Bonjour, je suis Tamia Mori, je suis chef de service à la CAPA et à la ville d'Ajaccio sur l'aménagement numérique. Et je voulais rebondir un peu sur la remarque d'Éric Ferrard pour dire que, enfin, plein de choses, on a effectivement plusieurs projets d'un point de vue terrain qui sont déjà avancés en matière de Smart City, d'IoT. Ça veut dire qu'on a déjà 150 capteurs de parking sur notre territoire, une centaine de capteurs de trafic, 250 capteurs de qualité d'air. Ce sont que des exemples pour dire que d'un point de vue terrain, on est déjà avancé dans notre démarche Smart City. Néanmoins, on est en train de lancer notre nouvelle démarche de plan numérique territorial. On en avait déjà établi un en 2013. Donc c'est la seconde fois qu'on se lance dans cet exercice. Et pour aller un petit peu dans le sens de ce qui a été dit, on est tout à fait preneur de tout échange qui concerne la méthode, la pédagogie que vous avez citée. Et d'un autre côté, on est aussi partant pour partager notre expérience sur le point de vue terrain, sur les contraintes qu'il peut y avoir pour un territoire comme le nôtre, et surtout les partenariats qu'on peut avoir. Par exemple, sur les parkings, on travaille aussi avec la Chambre de commerce, on mutualise des données qui nous permettent d'avoir une vision en temps réel des parkings de la ville, en tout cas ceux de la Chambre de commerce. Mais bon, voilà, ce n'est qu'un exemple. Pour dire qu'on est à la fois dans un échange où on capte de l'information, de la méthode, de la pédagogie sur des schémas directeurs, et à la fois dans un partage terrain sur les sujets plus opérationnels avec qui on travaille avec Pascal également. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Là, alors, juste pour essayer d'apporter un éclairage et préciser un peu la démarche du SDAN. D'abord, la collectivité, dans l'élaboration du schéma directeur, n'a pas voulu caporaliser la démarche. On a voulu construire une démarche de partenaires où chaque partenaire est égal à l'autre à partir du moment où il contribue à la dynamique. Ça nous a amené d'ailleurs à des collaborations extrêmement fructueuses. Je prendrai pour exemple le hub du numérique inclusif qu'on a pu créer grâce à cette dynamique partenariale et de confiance à laquelle d'ailleurs la CAPA adhère, à laquelle nous adhérons aussi comme membres, hein, un membre comme un autre. Et ces dynamiques partenariales montrent qu'on est capable de créer du collectif sur un sujet qui est celui-là du numérique inclusif, mais aussi sur d'autres. Et tout ça va être conditionné, et vous le disiez tout à l'heure, par la gouvernance dont on va doter Smarties très vite, qui permettra d'une part, partager les expériences, mutualiser le cas échéant les projets, comme le vôtre sur les parkings et votre expérience sur les parkings, et aussi partager un élément important qui manque beaucoup à la Corse, c'est l'ingénierie et les compétences. C'est parce que quand on voit une commune comme Reno, qui est une toute petite commune, qui doit avoir un secrétaire de mairie à quart temps ou à huitième de temps, et qui, bon, malgré que son maire soit ingénieur, mais cela mis de côté, évidemment, ça sera de mutualiser les gros pour les petits. Et si on est capable de faire ça, je pense qu'on peut être dans une dynamique de projet extrêmement positive. Ouais, moi, je voudrais rajouter effectivement un sujet que tu abordes et qu'on aborde à la FNCCR d'une façon plus large, qui est celui de la transition écologique rural-urbain. L'eau potable, elle est rarement sous l'agglomération.
très très rarement. Ça arrive, mais c'est pas toujours. La centrale nucléaire, elle n'est jamais à côté de l'église. Voilà. Le centre d'enfouissement des déchets, non plus. Vous voyez où je veux en venir? Je veux en venir au fait que la transition écologique sera partenariale entre les territoires urbains et les territoires ruraux. S'il n'y a pas ce partenariat, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance financière globalement des territoires urbains, avec la densité, avec puissance de fer aussi, avec les ressources, mais les territoires ruraux ont des atouts. Ils ont des terrains, ils ont de l'espace, donc ils ont des attractivités différentes. Et je crois que c'est en associant les atouts des zones urbaines et des zones rurales qu'on fait une vraie transition écologique. Et donc l'outillage qui doit accompagner cette transition écologique, donc les réseaux d'objets connectés, forcément, lui aussi, il doit être péréqué urbain-rural, avec cet enjeu plus global de l'intérêt général. Je crois que ça, c'est un élément très très important. Un exemple, la Sarthe a développé sur son réseau fibre optique un réseau de caméras très spécifiques. C'est des caméras à la fois vidéo et thermiques qui vont identifier tous les départs de feu dans tout le système boisier, enfin tous les bois qui existent dans la Sarthe. Vous comprenez bien qu'un incendie qui démarre dans une zone rurale et qui peut atteindre une zone urbaine, tout le monde y a intérêt à le verrouiller. Et donc il va falloir les payer, ces caméras. Il va falloir effectivement... et donc il y aura plus de caméras pour vérifier et contrôler le massif forestier dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Mais par contre, tout le monde y a intérêt à le faire. Donc on voit bien que quasiment dans chaque cas d'usage qu'on va pouvoir faire de territoire intelligent, d'objets connectés, il y aura un enjeu de partage finalement à la fois du financement, mais aussi des résultats de ce réseau qui sera mis en œuvre. Et je crois que ça, c'est la clé qu'il faut montrer à chaque fois dans le pilotage politique pour mener à bien ces projets. Merci Jean-Luc. Alors du coup, ça va me permettre d'embrayer avec ce compte en échange. On donnera la parole du coup à la salle à la fin. C'est vrai que là, du coup, on a beaucoup parlé des partenariats public-public qui sont effectivement indispensables pour des sujets de territoire connecté, notamment quand ils sont portés à des échelons territoriaux à minima de taille agglomération. Moi, je voudrais du coup revenir derrière sur les partenariats publics-privés, on l'a déjà un peu évoqué, qui sortent aussi un peu du coup du champ traditionnel des sujets qu'on connaît tous, qui nous ont fait venir aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres catégories d'acteurs aujourd'hui qui interviennent sur les projets de territoire connecté. Il y a des startups, il n'y a pas que des opérateurs d'infrastructure, il y a des intégrateurs, il y a des financeurs. Donc il y a d'autres types de montages contractuels, effectivement, qui ont des dominantes par rapport à certains projets. Alors, ce que je voudrais savoir, Éric Farry, c'est quand vous avez élaboré votre SDAN, est-ce que du coup, ce travail de concertation, vous l'avez aussi mené avec les acteurs privés? Est-ce que vous avez déjà identifié en fait les différentes typologies d'acteurs qui pourraient vous aider sur tel ou tel type d'action? Et est-ce que vous avez déjà des idées déjà arrêtées sur les montages derrière les contrats, type de contrats que vous pourriez passer? Enfin, oui. Je ne sais pas si ça... Oui, oui, bien sûr. Alors, sur les véhicules juridiques, disons, qui portent les infrastructures, on est sur des DSP, des délégations de services publics. Actuellement, on a 3 DSP. Une pour les liens Corse-Continent, une pour le RIP V1, donc haut débit, et une 3e pour le FTTH. Donc là, on est sur la délégation de services publics. On voit sur le hub du numérique inclusif, on est comme facilitateur du montage d'un consortium sous forme d'une SCIC. Donc là, il y a une association de préfiguration, mais on va aller vers la SCIC. De la même façon, on envisage en régie autonome dans la préfiguration aussi d'un GIP éventuellement, notre pôle cyber dont parlait Jean-Luc tout à l'heure sur les aspects sécurité. Donc la Corse, on a été éligible pour la création du CCIRT
à travers l'appel à projet national. Et donc, on va aller vers le campus cyber, mais en essayant de trouver autour de nous un partenaire d'acteurs régionaux. Ensuite, on a été éligible pour, enfin, je dis on, mais en fait, un consortium de partenaires privés dont fait partie la CITEC a été éligible pour la création d'un EDIH. Parmi donc les 10 EDIH français, on est heureux que l'EDIH pour la Corse ait été rendu éligible. Hein. Certains EDIH parisiens étant restés sur le bord du chemin. Bon, mais on n'est pas cocorico, nous. Donc, mais cela étant, l'EDIH, c'est une structure juridique assez particulière et atypique qui allie qu'un consortium d'entreprises privées, d'ailleurs, au service public. Dans un modèle de service public. Donc voilà un peu la diversité des modèles qui se présentent à nous, et à nous d'être opportunistes aussi pour saisir les appels à projets, qu'ils soient nationaux ou européens, et trouver le modèle ad hoc qui puisse émerger avec une ingénierie spécifique justement du partenariat public-privé. Et c'est ça qu'on voudrait constituer, c'est-à-dire une petite task force qui permette de créer à la volée, presque, de façon opportuniste, et je n'ai pas peur du mot, un consortium pour répondre à un projet donné, un consortium d'acteurs agissant et agissant en faveur d'un projet de développement de territoire. Modestement, à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'avec, évidemment, tous les projets territoriaux qui se lancent un petit peu partout, il y a des bonnes pratiques partout, et on va essayer de les mettre en valeur, évidemment, pour les autres, de manière à ce qu'il y ait des synergies entre les différents projets, de bonnes pratiques, évidemment, ça a du sens. C'est ce qu'on fait déjà avec nos adhérents, mais on va essayer de le développer. Néanmoins, chaque territoire, et c'est aussi ça qu'on constate quand même globalement dans les projets de réseau d'objets connectés, en fait de numérisation des services publics, la priorité des élus, selon les territoires, n'est absolument pas la même. Et ça, on le constate tous les jours. Ça veut dire qu'à certains endroits, ça va être l'eau, le sujet, essentiellement. À d'autres endroits, ça va être la gestion du trafic, une métropole, parce qu'elle est embouteillée. Donc le gros problème de la métropole, c'est le trafic. Donc la mobilité. À d'autres endroits, eh bien, ça va être la qualité de l'air, la pollution. Hein, et on voit bien que là, les priorités des élus ne sont pas les mêmes. Et donc, et c'est légitime. C'est légitime. Hein, voilà. Ils sont élus pour mettre en œuvre des politiques publiques, pour améliorer leur territoire sur un certain nombre de critères. Eh bien, ils le font. Et donc c'est normal aussi qu'il n'y ait pas une homogénéisation des projets. Néanmoins, au niveau national, ce qu'il faut, c'est faire remonter toutes les bonnes pratiques, quels que soient les projets. Voilà. Et après, chacun peut piocher dedans s'il trouve que c'est utile aussi pour son propre territoire. Et c'est cette articulation nationale qui peut se faire à la fois entre collectivités, et ça, on le fait déjà à la FNCCR, mais aussi entre collectivités et le secteur privé, comme Infranum, par exemple. Et donc, tous les membres, puisque je sais que tu pilotes la commission des entreprises qui travaillent dans les Smart Cities, donc on se voit assez fréquemment quand même. Et on voit aussi qu'il y a un intérêt à échanger sur ces sujets-là entre le secteur public et le secteur privé. Donc, je crois que c'est ces deux mécanismes qu'il faut faire vivre entre nous et pour qu'à chaque fois, le besoin des territoires soit la clé du développement à la fois économique qui vient derrière et des services, quoi. Voilà. Merci. En tout cas, merci à la FNCR du coup de faire émerger ces bonnes pratiques. On a hâte d'avoir ces résultats. Et merci, Monsieur Farim. C'est exactement en fait ce que je voulais entendre. Le fait que par cas d'usage ou par finalité poursuivie, il y a différents effectivement modes de gestion qui s'appliquent et qu'on sort en fait des modes de gestion traditionnels qu'on connaît tous dans l'aménagement numérique, marché versus DSP, qui a effectivement plein d'autres types de collaboration
public-privé qui s'offre justement dans le secteur des territoires connectés, soit par des partenariats sous forme sociétale, soit contractuelle évidemment. Mais du coup, il faut que les collectivités s'interrogent vraiment au préalable sur la panel d'outils qui s'offrent à elles avant de se lancer. Déjà, il y a des contraintes juridiques, hein, évidemment, selon les projets qu'on veut lancer, mais aussi parce qu'en termes d'avantages et inconvénients par rapport aux structures existantes et aux acteurs privés existants, c'est important du coup de s'interroger sur le panel d'outils qui existe. Est-ce que du coup, le côté SDF, vous voulez également nous faire part de la manière dont vous avez travaillé avec les acteurs privés justement pour mettre en œuvre votre projet? Si du coup, on peut leur redonner la parole. Non, oui. Est-ce que vous pouvez redonner la parole aux SDF, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, pardon. D'accord. Oui, la question s'est posée de la même façon que ça vient d'être abordé tout à l'heure. Et est-ce qu'a répondu Jean-Luc Salaberry par rapport à cette réponse? C'est un petit peu les freins qu'on a vus également. Au point de vue juridique, on ne pouvait pas trop facilement mutualiser ce service, sauf peut-être à créer une structure ad hoc type SEM. Mais bon, pour le moment, on n'en est pas encore là. Mais voilà, tout est en réflexion. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu as quelque chose à rajouter? Non, juste sur le retour d'expérience par rapport au... Nous, on a travaillé donc à travers un marché, hein, bon de commande. Et sur la première étape, là, on a travaillé avec un groupement qui réunissait Eiffage et puis quelques petites startups. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, on avait un groupe qui avait une surface suffisante pour pouvoir à la fois mobiliser des équipes d'ingénieurs en informatique, mais aussi des équipes de terrain en proximité, et puis des petites startups régionales qui étaient souples, réactives, et notamment qui nous ont monté les applications métiers qu'on a sur notre plateforme d'hypervision. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est que le fait que les équipes qui ont monté les réseaux, qui ont installé les capteurs, soient sur le département, c'était également un point important. Parce que voilà, c'est simple qu'en théorie. Donc, quand on met en œuvre concrètement, il faut souvent y retourner, il y a des ajustements techniques et le facteur d'avoir des entreprises en proximité, il est important. Voilà, après, pour la suite, les partenariats avec les entreprises, probablement qu'on fait un peu bouger les lignes parce qu'on ne prend pas une solution intégrée, mais on va aller chercher des capteurs, on va aller chercher une application. On ne veut pas quelque chose de clé en main parce qu'on veut garder une souveraineté sur un certain nombre d'outils. Donc voilà, ça fait évoluer la demande et la relation avec les partenaires privés, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Merci. Alors justement, du coup, Isabelle Simon, j'aimerais bien vous faire réagir par rapport à ce que vient de dire Emmanuel Carré. Est-ce que du coup, vous, en tant qu'opérateur, vous êtes amené du coup à faire des collaborations un peu différentes avec d'autres catégories d'acteurs privés, comme des startups, que vous ne faisiez pas forcément sur les projets d'aménagement numérique, mais justement sur ces thématiques de territoire connecté? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est, on parlait des véhicules aussi d'intervention. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des fonds d'usage dans les délégations de services publics. Donc je sais que XP Fibre en a certains dans sa DSP. Aujourd'hui, comment ces fonds sont utilisés? Est-ce que vous pouvez déjà donner des illustrations? Oui. Alors déjà, considérez-nous comme un partenaire ouvert. En fait, on a une mission qui nous est confiée sur un territoire donné, enfin, ici en Corse, dans les Hautes-Alpes sous la forme d'une DSP, dans les Hautes-Alpes ou les Alpes-de-Provence sous la forme d'une AMEL, ailleurs sous la forme de DSP, etc. Donc on a aussi juste l'envie de rendre aussi à ce territoire la confiance qu'il nous a faite. Donc forcément, sur ces territoires-là, quand il y a une initiative qui plus est portée par la collectivité qui voit le jour, j'espère que les gens qui sont ici peuvent en témoigner. On va essayer d'y répondre avec plus de vélocité et d'ouverture, si possible. Donc nous sommes ouverts aux différentes formes de partenariat, assurément, et si on a une compétence ou une valeur ajoutée à apporter à tel ou tel sujet, on le fera, ça c'est certain. À titre d'exemple, on l'a pas mal fait ensemble, justement parce que la collectivité de Corse avait pas mal d'initiatives en matière d'inclusion numérique. C'est un sujet qui leur tenait à cœur et qui nous tenait à cœur et sur lequel on avait quelques compétences, donc on l'a fait, mais aux côtés de bien d'autres acteurs et sous le pilotage et la coordination de la collectivité.
et qui fédérait elle-même bien plus largement les acteurs associatifs, etc. Donc, faites appel à nous et n'hésitez pas à nous appeler sur ces projets, on y répondra avec ouverture. Oui, il y a un fonds de développement des usages dans la DSP Corsica Fibra. Et je dirais que dans un premier temps, alors déjà, les initiatives qui sont supportées grâce à ce fonds de développement des usages sont faites d'un commun accord entre le délégataire et le délégant, c'est la moindre des choses. Je dirais que dans un premier temps, l'effort a été plus porté sur l'accompagnement pédagogique, sur faire savoir que la fibre se déployait et où elle se déployait, et donc où les usages pouvaient se développer. Aussi en matière d'inclusion numérique, parce que dans toutes nos discussions, il ne faut pas qu'on oublie que 40% des Français ne se considèrent pas à l'aise sur Internet, dans ce nouveau monde du numérique. Donc ça fait quand même quasiment un Français sur deux qui a besoin d'efforts, soit d'équipement, soit d'accompagnement pour pouvoir bénéficier ensuite de toutes ces solutions de Smart City ou de toutes ces solutions plus individuelles qu'apporte le numérique. Et donc, dans un premier temps, c'est surtout sur la dimension pédagogie sur les usages. Là, par exemple, à partir de septembre, on a mené plusieurs actions en matière d'inclusion numérique ensemble, que ce soit vis-à-vis d'étudiants isolés au moment des confinements, même par rapport à des réfugiés ukrainiens dernièrement qui n'avaient pas de possibilité de connexion. À partir de septembre, il y a une association EMAO et la collectivité de Corse, je crois que c'est l'association EMAO qui la porte, qui lance une grande tournée Digital in Paese, pour aller dans chaque communauté de communes corse pour faire de la pédagogie auprès des enfants et des parents en matière d'usage numérique et puis aussi de tous ces risques, donc éduquer sur les risques. Bon, le fonds de développement des usages va contribuer à cette tournée et probablement, donc là on est plus sur des aspects accompagnement et pédagogie, probablement qu'on va entrer ensuite dans une phase plus de soutien, peut-être à des appels à projets innovants, et sur des solutions applicatives de la Smart Itzula. En fait, on suit la politique publique et la mise en œuvre de la politique en essayant d'aider un certain nombre d'initiatives grâce à ce fonds de développement des usages. Merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Ferrari veut réagir par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que certains d'entre vous veulent du coup réagir justement sur ça, sur les différents acteurs privés avec lesquels ils travaillent sur leur territoire ou sur les questions aussi qu'ils ont sur ce sujet? Oui. Bonjour, donc je m'appelle Sébastien Massogne et donc je travaille pour la société Orange. Et donc on a beaucoup parlé aujourd'hui des SFR, des acteurs locaux. Donc nous aussi on travaille en local et on travaille avec les partenaires. On est bien évidemment sensible à la RSE. En tant que jeune Corse vivant en Corse, tout ce que j'entends aujourd'hui me fait très plaisir. On veut aussi Orange être un partenaire sur lequel la collectivité, les collectivités peuvent nous solliciter pour trouver des compétences. On a des filiales qui sont dédiées. On travaille, on porte des projets sur le continent. On a donc des gens qui sont très pertinents et on peut être là en phase de sourcing, voir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Et on peut apporter ce soutien-là localement, puisqu'on est présent localement sur l'île, pour aider les collectivités. Donc on a entamé des démarches avec certaines collectivités aujourd'hui et j'espère que Territoire et Dilouman y permettront, voilà, comme le disait Eric tout à l'heure, d'intensifier ces démarches-là. Et ce qui est très compliqué de faire aujourd'hui, je pense, et il faudra qu'on travaille, nous aussi, acteurs privés, avec la collectivité, c'est de voir comment fédérer aujourd'hui le syndicat d'électrification, on a parlé tout à l'heure d'électricité, la gestion de l'eau, les différentes communautés de communes sur le tri de déchets. Il faudra essayer de trouver un acteur qui permette... Alors, est-ce que c'est la collectivité? Parce qu'après, il faut des compétences. Ces acteurs-là n'ont peut-être pas en propre la compétence de voir comment la collectivité de Corse peut aujourd'hui accompagner de par son ingénierie ou d'autres collectivités. Il y a la CAPA aussi qui a des très très bons ingénieurs. Voir comment accompagner ces collectivités-là, car les projets sont des projets d'intégration et donc avec une complexité qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, les communautés de communes, pour ne prendre que cet exemple-là, sans vouloir aujourd'hui
comment dire, être malveillant envers elles, mais n'ont pas les compétences techniques pour porter ce type de projet. En tout cas, moi, je les ai pas croisées jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut que tous les acteurs, je pense, mènent ce travail-là pour que nous, les Corses, vivant sur l'île, arrivons à cet objectif qui est porté par le SDAN. Voilà. J'ai une remarque à faire par rapport à cette intervention qui est d'une pertinence ô combien révélée. On constate tous les jours à la FNCCR cette difficulté dans les territoires qu'ont les syndicats, les structures techniques qui sont souvent départementales, voire infradépartementales, les syndicats d'eau, les syndicats de déchets, les syndicats d'énergie, les syndicats numériques même, à parler et à se mettre autour d'une table et à faire des projets en commun. C'est compliqué, très très compliqué. Chacun a son président, son directeur, enfin bon. Voilà. Et on voit bien que c'est compliqué un peu partout. Et pourtant, c'est ça l'avenir. Il va falloir mettre tout le monde autour de la table. Là, pour le coup, j'ai un exemple qui est tout récent, c'était cette semaine, sur un sujet flagrant qui est, vous allez pas vous y reconnaître forcément, mais vous allez voir que le symbole est majeur, c'est celui de la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris n'a pas les compétences des syndicats techniques. Et donc il y a un syndicat, il y a des gros syndicats d'énergie, de déchets, de production de chaleur, d'eau, et il y en a 7 ou 8. C'est des grands syndicats. Et ils n'avaient jamais, finalement, ils ne s'étaient jamais attablés autour d'un bureau ou dans une salle pour discuter d'une stratégie commune dans tous les sujets qu'on vient d'évoquer, en fait. Et là, il n'y a pas de chef. Dans le Code général des collectivités territoriales, entre la métropole et tous ces grands syndicats, il n'y a pas de chef. Mais quand même, le président de la métropole, il a une symbolique et il est là au moins pour animer, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le président, il s'est posé en animateur. Et je pense qu'il y a de nombreux territoires, et je pense que la Corse n'y échappera pas. Je pense que le président de l'exécutif de Corse aura ce rôle d'animateur de l'ensemble des structures qui existent sur le territoire pour la Corse, qui doivent s'associer pour mener à bien ces projets. Parce qu'il faut, on évoquait tout à l'heure la mutualisation, des territoires, des services, mais des structures aussi, telles que vous l'avez dit. Et moi, je trouve que cette intervention-là est assez exceptionnelle parce que c'est un problème du moment et qui se révèle partout sur l'ensemble du territoire national. Pas qu'en Corse. Voilà. On a, je pense, on a la capacité d'avancer sur ce sujet. Il y a quelques éléments qui sont extrêmement rassurants. J'en prendrai 2, bon, je prends un peu tous les jours les mêmes, mais je prends le hub, Daniel, tu peux en parler éventuellement, mais le hub du numérique inclusif, il faut savoir que parmi les membres, il y a Orange, et il y a SFR. Dans le comité de suivi qu'on va mettre en œuvre autour de Smarties, on va les uns et les autres se retrouver pour parler de nos projets, échanger et construire un élément qui manque beaucoup, c'est la confiance mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut trouver un espace de partage où se construit la confiance. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit pas à pas. Alors, au départ, il ne s'agit pas de construire des projets mirobolants, il s'agit de construire de petits projets, de petits projets d'amorçage qui permettent de consolider la confiance mutuelle. Et je crois que sur la DSP très haut débit et la commercialisation qui a lieu en Corse aujourd'hui, il y a une confiance mutuelle entre les deux opérateurs, que sont SFR d'un côté et Orange FAI de l'autre, et Orange même connaissance des infrastructures de l'autre, disons-le comme ça, qui a permis la réussite du projet, de porter le projet là où il a été porté aujourd'hui. Et je crois que la recette du succès, elle est là, dans ce dialogue et dans ces espaces de dialogue qu'on sera capable de créer pour développer justement les collaborations et la mutualisation. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir ?
toujours la CAPA. Je voulais donner un retour d'expérience d'un territoire corse qui est à la fois concret et à la fois local, si on peut dire ça comme ça. Dans nos partenariats, on travaille avec des startups corses, avec des startups qui sont sur le continent et des startups à l'international. On travaille aussi avec des grands groupes qui sont un peu partout, dont Orange. Et on a la chance de pouvoir compter sur à la fois la présence en local, dont on a besoin. Quand on parle d'aménagement numérique, on parle d'intervention locale. Et pour la partie aménagement déjà. Et pour la partie numérique, on est capable d'aller chercher des compétences qui sont partout, n'importe où, dont on a besoin. Et donc, notre retour, c'est de dire on a besoin à la fois d'un soutien en local, au niveau de nos partenaires publics et privés, et à la fois de pouvoir s'appuyer sur des compétences qu'on cherche là où elles sont, et puis travailler avec ces compétences-là, là où elles sont, ça nous fait nous aussi un petit peu monter en compétences et élargir notre spectre sur des domaines qu'on ne connaissait pas, qui sont innovants et qui nous permettent d'être aussi en mesure après de partager avec ceux qui le souhaitent. Bonjour, j'ai une question un peu technique sur l'aspect territoire connecté. Donc on a un réseau, des capteurs et des données, beaucoup de données. Et il y a une brique qui manque parfois dans ce schéma, c'est le côté tirer la substantifique moelle des données et avoir les outils pertinents de ce qu'on appelle de BI, de business intelligence, pour en tirer, parfois même de les formaliser aussi, pour avoir des livrables d'aide, de véritables aides à la décision des décideurs, qu'ils soient politiques, privés ou les deux. Et donc je voulais savoir, peut-être adressé à la CAPA ou à la CITEC ou au SDEF, si aujourd'hui ces outils-là, ils en ont, s'ils sont satisfaisants, ou est-ce que c'est un non-sujet? Oui, monsieur Corler. Je crois qu'il y a... Oui, non, pas. Oui. Vous nous entendez là du coup? Oui, oui. Ouais. Alors, l'intérêt, en fait, nous, le principal intérêt qu'on voit de ces données qui remontent, c'est justement qu'on a aujourd'hui 2 niveaux, et j'espère un jour 3. Le premier, c'est que la donnée nous permet de faire de l'alerting et d'avoir une traduction concrète et quotidienne de ce suivi par des objets connectés. Ce que je veux dire, c'est que quand le container à déchets est plein, on reçoit une alerte et il faut aller le vider. Ça, c'est un premier niveau d'info. Le deuxième niveau, c'est que en historisant de la donnée, on peut avoir une vision un peu plus analytique, comment ça se remplit, à quelle fréquence, avec quelle périodicité, etc. Je pense que c'est un peu la même chose sur des cas d'usage, gestion du stationnement. Puis après, il y a le troisième niveau, effectivement, qui est qu'est-ce qu'on peut faire de cette masse de données? Est-ce qu'on peut la faire parler? Est-ce qu'on peut y mettre des algorithmes, de l'intelligence artificielle, etc. Et aller vers de la maintenance prédictive, par exemple. Ou bien. Donc ça, aujourd'hui, clairement, nous, on n'y est pas encore. Tout simplement parce qu'il faut au moins 3 ans de données pour pouvoir commencer à faire travailler l'IA là-dessus. C'est un objectif, hein, bien sûr, notamment sur l'éclairage public. Mais clairement, aujourd'hui, on n'y est pas. Mais par contre, on a déjà les 2 premiers niveaux, et ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'on a à la fois de la donnée analytique et à la fois de la donnée très opérationnelle. Oui, je vois que vous me regardez. Donc, moi, je peux juste témoigner de ce qu'on fait nous à la CITEC. Alors, on a travaillé pendant 3 ans sur un programme qui a eu
quand même beaucoup de visibilité qui s'appelait Smart Paese à Côte-Sanne, où on s'était associé avec l'Université de Corse, qui était le porteur de projet, et nous-mêmes, et l'EDF en Corse. Et donc, on a fait de la R&D dans ce cadre-là, et chacun avait, bon, bien entendu, son domaine d'activité. Nous concernant la CITEC, on a déployé le réseau, on a déployé une partie des capteurs, mais pas tous. On en faisait la collecte et le stockage dans nos data centers, et la restitution sous forme de tableau de bord. Donc, en effet, alors, il y a des outils, si on parle technique, qui permettent de restituer ces données. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est de la restitution un peu sur mesure et adaptée au contexte. Voilà. Donc, si je prends l'exemple de Côte-Sanne, il y avait plein de cas d'usage, mais vous aviez, c'était plutôt par niveau décisionnel. Vous avez des niveaux d'information pour le grand public, pour les administrés. Vous avez des tableaux de bord pour le maire, parce que c'est le décideur et qu'il a des besoins particuliers, ou alors pour l'école, pour des besoins pédagogiques. Voilà. Donc nous, tout ce qu'on développe, tout ce qu'on met à disposition, ça rentre, si vous voulez, au fur et à mesure dans notre catalogue de services. Mais demain, quand il y a un usage particulier, comme nous avons les compétences pour interroger les capteurs et restituer de la manière dont on en a besoin, l'idée, c'est de s'adapter véritablement à l'usage et faire du sur-mesure, sans réinventer la roue à chaque fois. Si, bien entendu que si ça existe, on prend l'existant. Mais s'il y a des cas d'usage particuliers, on fait en sorte de restituer au plus près de ce que demande l'acteur. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, à la fédération, on travaille beaucoup sur... enfin, on travaille beaucoup. On essaie de structurer une activité mutualisée entre tous les adhérents de la fédération nationale. D'abord pour mutualiser des données entre adhérents, pas en open data, entre adhérents, donc sur des sujets techniques. Voilà. Quelle est la qualité du réseau d'eau de tel endroit? Bon, on essaie de créer le modèle de données et on partage ces modèles de données. On stocke les données de plusieurs gestionnaires d'eau. On fait du comparatif, on fait de l'analyse. Voilà, on fait ce type d'exercice. Et là, on est en train de faire de l'algorithme, enfin de l'IA un petit peu. Au moins, on a initié de l'IA sur un cas d'usage sur la maintenance des tuyaux d'eau, où on s'aperçoit que, en gros, c'est à peu près 1 milliard et demi tous les ans en France, le renouvellement des tuyaux d'eau. Et qu'on essaie d'optimiser ce milliard et demi. L'idée, c'est de changer les bons tuyaux. Parce que souvent, les gestionnaires d'eau changent les tuyaux de façon rythmée, selon un cycle, sans savoir toujours si c'est vraiment le bon endroit où il fallait le changer en priorité. Donc on essaie de trouver la priorisation pour changer les tuyaux d'eau et utiliser au mieux ce milliard et demi sur l'ensemble du territoire national. Un exemple. Voilà. C'est tout juste balbutiant, tout ça. Une dernière question. Oui, bonjour. Moi, c'est Pascal Perral, je suis en charge du système d'information géographique à la CAPA. Je travaille avec Tamia. Donc moi, c'est juste pour intervenir très rapidement sur la question justement des données, puisque sur CAPAMOV, nous, on a des données depuis 6 ans. Donc un retour de données assez important. Et je pense que la problématique en tant que technicien, c'est que souvent, ce sont les techniciens justement qui mettent en place ces outils-là. Et on a justement la difficulté de connaître le besoin des métiers, parfois on anticipe. Et derrière, l'utilisation des données, en l'occurrence ces données-là, parfois se limite à une utilisation temps réel et sans forcément l'analyse prédictive qu'on avait justement initialement voulu, souhaité. Dans la problématique par exemple, des déplacements, il y avait le plan de déplacement urbain. Dans ce cadre-là, on a intégré les capteurs de la data, donc sur plus de 100 capteurs sur Ajaccio. Vous avez une donnée toutes les minutes, donc c'est une source de données riche, importante. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est stocké à la CITEC. Donc, on fait de la voilà, on fait ça depuis 6 ans et ça marche très bien. On avait fait une
une analyse de l'offre avec des solutions du continent, et on a choisi la CITEC. C'était parce que c'était la meilleure solution, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a encore cette problématique-là, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément trouvé la solution. Donc je pense que les échanges ici peuvent peut-être nous faire avancer aussi, pour, je pense, améliorer l'échange avec les demandeurs, entre guillemets nos clients, qui sont les services métiers, où souvent on se limite à un besoin précis, et ils n'ont pas forcément, c'est peut-être notre faute, la vision de tout ce qu'on peut faire avec ces données-là, la richesse de ces données-là. Donc voilà, savoir, c'est une piste, on va dire, comment améliorer cet échange-là. Je n'ai pas forcément la réponse, mais si vous avez des pistes. Clairement, dans l'ambition du SDAN, l'aspect lié à la donnée est un point central, même un pivot de la stratégie. Aujourd'hui, il y a plusieurs et les trous dans la raquette de la prise de conscience de la donnée à l'échelle de la Corse. D'abord, on a des niveaux de conscientisation autour de la donnée qui sont très diversifiés, très divers et de différents niveaux, voire pas de niveau du tout. Donc, il faut se repencher sur la façon d'acculturer notamment les collectivités à l'enjeu de la donnée et l'enjeu de réutilisation de la donnée et de mise à disposition de la donnée. C'est pour ça qu'on veut travailler l'idée d'un service public de la donnée en Corse. Déjà, se polariser sur les données d'intérêt public. Ensuite, développer autour de ça un écosystème d'acteurs qui soient capables d'utiliser la donnée et d'en faire bon usage. Alors, nous, on pense que ces niveaux d'acteurs sont assez diversifiés. Ça peut être les collectivités elles-mêmes, mais ça peut être aussi des acteurs de la société civile, des associations. D'ailleurs, il y a un challenge DataVis qui a été organisé par la Fondation, et on a les résultats lundi, on fait partie un peu de tout ça, et qui va nous donner des restitutions de visualisation de données sur les jeux de données mis à disposition à travers l'open data. Et on sait que l'open data aujourd'hui en Corse, c'est un niveau de maturité qui est relativement faible dans les collectivités. Donc ça incite encore et conforte l'idée de mutualisation, c'est-à-dire d'avoir des actions concertées autour de la donnée pour essayer d'investir le sujet au niveau de ces questions du stockage, de mise à disposition et de valorisation de la donnée. Et ça, aujourd'hui, on a une brique d'infrastructure qui est là, qui ne demande qu'à être utilisée. Je parle de la CITEC, parce que c'est notre data center territorial qu'il faut continuer à valoriser, continuer à capitaliser sur cette entreprise pour qu'elle développe aussi cette infrastructure d'hébergement dont on a besoin et qui se révélera à l'avenir une infrastructure à la croisée des chemins, des infrastructures, des services et des usages. Merci. Alors, je suis désolée, j'ai un peu cassé l'ambiance, mais on va être obligé d'arrêter cette table ronde. Donc déjà, merci à tous pour votre participation. Et le mot de conclusion, j'aimerais qu'on le fasse tous ensemble, en fait, parce que là, en fait, il y a beaucoup de messages forts qui ont été passés, il y a eu beaucoup d'échanges très intéressants. Il y a aussi des points de vigilance qui ont été mis en exergue. Donc, ce que je voudrais, du coup, pour conclure, c'est que chacun d'entre vous, en fait, en un mot, dise... Non, mais je te rassure, Jean-Luc, donne si on devait donner 4 facteurs clés de succès liés à l'élaboration des territoires connectés, dites-moi, chacun d'entre vous, un mot à retenir aux collectivités qui sont en cours de maturation sur ce sujet et qui sont en train d'élaborer leur projet. Si on veut aller loin dans les projets, il faut de la bienveillance. Bienveillance, ok. De bienveillance, donc. Un mot. Oui, mais, je l'ai dit, c'est la confiance. Moi, j'hésite entre collectif et usager, parce que je vais retenir usager. Moi, si j'ai droit à 2, collectif et usager. Et côté SDF ? Alors pour moi, le maître mot, ça serait mutualisation et partenariat. Et pour compléter, je dirais concret et pragmatique aussi. Ok, ça fait pas mal.
Moi, j'aurais dit pareil, mutualisation aussi. Ce que je retiens quand même, c'est que c'est grâce à ces événements et en échangeant nos retours d'expérience qu'on avance beaucoup sur ces sujets. Donc merci beaucoup à tous les organisateurs de cet événement et merci à vous tous. Merci également.